qu'est-ce que vous faites à genoux sur ma terre? La voix de Monsieur Dubois déchira le silence sacré des vignes centenaires. Ce n'était pas une question, c'était un acte d'agression. Amara Diop se releva d'un bloc, la dignité comme une armure invisible. La terre de Bordeaux collait à ses genoux, à ses mains, mais son regard était pur. Elle tenta de parler, d'expliquer la science, la raison de sa présence. « Monsieur, je suis... Vous n'êtes rien ici. » La coupa-t-il, chaque syllabe crachée comme un venin. Il s'avança, sa silhouette trapue bloquant le soleil, projetant une ombre menaçante sur elle. Son doigt tremblant de fureur se pointa vers elle. « Qui vous a permis de souiller ce sol? C'est un héritage, pas un terrain de jeu pour votre espèce. » Le mot flotta dans l'air, lourd, empoisonné, sans équivoque. Le silence des quelques ouvriers viticoles qui assistaient à la scène devint assourdissant. Leurs regards se baissèrent, non par respect pour leur patron, mais par une honte collective, une lâcheté partagée. Amara sentit le sang quitter son visage. Elle ne pleurerait pas, jamais. Sa mâchoire se contracta, une douleur sèche irradiant jusqu'à sa tempe. Ses mains se crispèrent sur le manche froid de sa tarière pédologique, l'acier s'enfonçant dans sa paume. C'était sa seule encre dans cette déferlante de mépris. Elle aurait pu lui dire son nom, ses titres, anéantir son arrogance en une seule phrase. Mais à quoi bon? Il ne voyait pas une scientifique. Il voyait une couleur, une anomalie dans son monde parfaitement ordonné. « Vos papiers », ordonna-t-il, le mot sifflant entre ses dents. C'était l'humiliation suprême, la négation de son existence même. Elle était réduite à une suspecte. Elle ne bougea pas. Elle le fixa simplement, et dans ce silence, un univers de dédain tranquille répondit à sa tempête de haine. Il ne supporta pas ce calme, cette force qu'il ne pouvait pas briser. « Dehors !» hurla-t-il, le visage congestionné. La fureur le rendait laid. « Sortez de ma propriété, immédiatement, et ne revenez jamais. » Chaque mot était une gifle. Chaque seconde sous le regard des autres était un supplice. Mais Amara ne se brisa pas. Elle se contenta d'hocher la tête, une seule fois, lentement, un mouvement presque imperceptible, mais qui contenait toute la dignité du monde. Le hurlement de Dubois resta suspendu dans l'air, obscène. Amara ne lui accorda pas la satisfaction d'une réponse, ni même d'un regard. Lentement, elle se pencha pour ramasser son sac, chaque mouvement étant une masterclass de contrôle de soi. Elle sentait le poids des regards sur son dos, la brûlure de l'humiliation. Une partie d'elle voulait hurler, briser cet homme et son petit royaume de préjugés. Mais une autre voix, plus ancienne, plus profonde, lui murmura de garder son calme. La colère est un feu qui consume d'abord celui qui le porte. Elle se retourna, non pas comme une employée renvoyée, mais comme une reine quittant une cour indigne d'elle. Son dos était droit, sa tête haute. Elle commença à marcher. Pas vite, pas avec la précipitation d'une fugitive. Chaque pas était délibéré, rythmé, un métronome de mépris silencieux. Elle traversa la cour de Grave, le son de ses talons sur les pierres étant le seul bruit qui osait défier le silence pesant. Dubois la regardait partir, la rage montant en lui comme une bile amère. Il s'attendait à des larmes, à des supplications ou à une fuite honteuse. Mais cette dignité était une insulte. C'était elle qui le jugeait, elle qui le condamnait par sa simple posture.
Il avait gagné. Alors pourquoi se sentait-il si petit, si vide? La victoire avait un goût de cendre. Il serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, impuissant face à cette force qu'il ne pouvait ni comprendre ni dominer. Alors qu'elle passait à sa hauteur, à une distance presque intime, Amara s'arrêta une fraction de seconde. Elle ne tourna pas la tête. Son regard resta fixé sur le portail, au loin, la porte de sa libération. Et d'une voix qui n'était qu'un souffle, un murmure destiné à lui seul, elle laissa tomber les mots comme des pierres dans un puits. La terre, monsieur, elle n'oublie jamais qui prend réellement soin d'elle. Ce n'était pas une menace, c'était une vérité éternelle, une prophétie. Puis, sans attendre de réponse, elle reprit sa marche. La phrase resta en suspens entre eux, plus dévastatrice que n'importe quelle insulte. Elle venait de le dépouiller de sa seule légitimité, son prétendu amour pour cette terre. Les ouvriers relevèrent enfin la tête, mais leurs yeux ne se tournèrent pas vers leur patron. Ils suivirent la silhouette d'Amara qui s'éloignait, une figure solitaire se découpant sur l'interminable damier vert des vignes. Ils venaient d'assister à une exécution, mais ils n'étaient pas sûrs de qui était la véritable victime. Le silence qui suivit le départ d'Amara était plus lourd que la chaleur d'octobre. Les ouvriers s'étaient évaporés, retournant à leur labeur avec une diligence suspecte, laissant Dubois seul au milieu de la cour. Le triomphe qu'il aurait dû ressentir s'était mué en un malaise indéfinissable. Les derniers mots d'Amara, ce murmure prophétique, tournaient en boucle dans son esprit, comme le refrain d'une chanson funèbre. Pourquoi se sentait-il si jugé? Agacé par sa propre incertitude, il retourna d'un pas rageur vers l'endroit exact où elle s'était agenouillée. Il cherchait quelque chose, n'importe quoi, une trace de sa transgression qui justifierait sa violence verbale. Une plante arrachée, un outil laissé à l'abandon, et c'est là qu'il le vit. Un petit carnet noir à la couverture usée, à moitié dissimulée par une motte de terre. Il le ramassa avec une grimace de dédain, s'attendant à y trouver des futilités, des pensées d'une écriture naïve. Il l'ouvrit. Le monde de M. Dubois bascula. Ce n'était pas des notes, c'était une symphonie scientifique. Des formules chimiques complexes dansaient sur les pages. Des schémas de systèmes racinaires étaient dessinés avec la précision d'un architecte et des termes comme capacité d'échange cationique ou mycorhisation le fixaient, se moquant de ses décennies d'expériences empiriques. Il feuilleta les pages avec une frénésie grandissante. Il y avait des analyses comparatives avec les terroirs de Pauillac de la Romanée-Conti. C'était le travail d'un maître. L'arrogance quitta son corps d'un seul coup, remplacée par un vertige glacial. La femme qu'il avait traitée de rien, celle qu'il avait associée à votre espèce, possédait un savoir qui éclipsait le sien de manière humiliante. Il se sentit soudain nu, exposé. Un imbécile, un vieil imbécile plein de préjugés, le visage fermé des ouvriers, leur silence. Ce n'était pas de la peur, c'était du mépris pour lui. Ses propres mots résonnèrent à ses oreilles, grotesques et creux. Puis il arriva à la dernière page, écrite. La note était brève, presque illisible, griffonnée dans l'urgence. Parcelle G,
vieille vigne. Signe de chlorose atypique sur feuilles basses, ce ne correspond à aucun mildiou ou oïdium connu. Odeur chimique subtile, quasi imperceptible près des racines. Contamination du sol, urgence d'analyser. Ce fut le coup de grâce. La note ne décrivait pas un problème, elle diagnostiquait un cancer, un mal qui rongeait ses plus vieilles vignes, le cœur de son héritage, et dont il n'avait jamais rien su. La prophétie d'Amara lui revint en pleine face avec la force d'un poing. La terre n'oublie jamais qui prend soin d'elle. Elle n'était pas venue pour voler, elle était peut-être venue pour sauver. Et lui, dans son ignorance crasse, il l'avait chassée comme une malpropre. Le remords n'était plus une graine, c'était une racine qui s'enfonçait brutalement dans sa conscience. Il resta là, immobile, le carnet serré dans sa main, une sueur froide perlant sur son front. Le vignoble qui l'entourait n'était plus son royaume, mais un territoire inconnu et menaçant, porteur d'un secret qu'il avait désormais la terreur de découvrir. Le carnet noir était devenu un fer rouge dans la main de Dubois. La honte était une chose, mais la peur en était une autre. La peur que le mal décrit dans ces pages soit réel, qu'il se propage silencieusement sous ses pieds, pendant que lui, le grand gardien du temple, paradait avec arrogance. Il ne marcha pas, il courut presque jusqu'à son bureau. Ses gestes, d'habitude si mesurés, étaient eux devenus erratiques, ceux d'un homme en panique. Il claqua la porte, balaya des piles de documents de son bureau massif, cherchant une trace, une carte de visite, un numéro de téléphone, n'importe quoi. Rien. La nouvelle propriétaire était une société d'investissement anonyme. Les contacts passaient par des avocats. Amara Diop n'existait dans aucun de ses dossiers. Elle était un fantôme. Il attrapa le téléphone, son seul lien avec le monde extérieur. Sa voix, qui d'habitude commandait le respect, était maintenant tendue, presque cassée. Le premier appel fut pour l'Université Énologique de Bordeaux. « Allô, Leroux, c'est Dubois. Je cherche une de vos étudiantes, ou peut-être une chercheuse. Amara Diop. » Un silence, puis la réponse polie mais ferme. Personne de ce nom dans leur registre récent. L'étau se resserra autour de sa poitrine. Deuxième appel. L'Institut national de la recherche agronomique à Paris. Il y mit plus de poids, le nom de son château comme un bélier pour défoncer les portes administratives. La réponse fut la même, impersonnelle, définitive, inconnue. L'impression de s'enfoncer dans des sables mouvants le saisit. Comment une femme avec un tel savoir pouvait-elle être invisible? La sueur perlait sur son front. Il se sentait piégé, ridicule. Il compulsa son vieux carnet d'adresses, les pages jaunies, les noms d'une autre époque. Un nom lui sauta aux yeux. Professeur Alain Beaumont, une légende à la retraite, le pape de la pédologie française. C'était sa dernière chance. Il composa le numéro, le cœur battant à tout rompre. « Alain, c'est Jean-Pierre Dubois. Pardon de te déranger. » Il expliqua, sa voix mal assurée. À l'autre bout du fil, le silence fut long, lourd. Puis la voix chevrotante du vieil homme tomba comme un verdict. « Amara Diop, mon Dieu, Jean-Pierre, qu'est-ce que tu as fait ?» Il n'y avait pas de surprise dans sa voix, seulement une infinie lassitude. « Tu ne cherches pas une étudiante, tu parles de la meilleure experte des sols de sa génération, une magicienne. On l'appelle la guérisseuse de terroir.
Elle osa sauver des vignobles que tout le monde disait morts, en Bourgogne, en Italie. Elle ne travaille qu'avec ceux qu'elle choisit. Si elle était sur tes terres, c'était un cadeau du ciel. Dubois laissa tomber le combiné. Le mot « cadeau » résonna dans le silence de la pièce. Il ne s'affala pas sur sa chaise. Il s'effondra. Le poids de sa faute n'était plus une simple erreur. C'était une catastrophe monumentale. Il n'avait pas seulement chassé une femme innocente. Il avait peut-être condamné son propre héritage à mort en chassant la seule personne qui aurait pu le sauver. La quête pour la retrouver n'était plus une question d'honneur ou de remords. C'était devenu une question de survie. Loin du silence opulent du château et de la fureur stérile de son propriétaire, la caméra trouve Amara. Elle n'est ni dans un cabinet d'avocat, ni au téléphone avec son père. Elle est dans une modeste serre associative, en périphérie de la ville, un havre de chaleur humide qui sent la terre, le basilic et la menthe. Autour d'elle, des visages marqués par l'exil et le travail acharné. Des agriculteurs venus du Mali, de Syrie, du Bangladesh. Ils ne parlent pas tous la même langue, mais ils partagent la même vénération silencieuse pour cette femme qui se tient au milieu d'eux. Ses mains, qui quelques heures plus tôt analysaient un terroir de grands crus, plongent avec la même dévotion dans le bac d'un agriculteur malien. Elle prend d'une motte de terre, l'effrite entre ses doigts, la porte à son nez, les yeux fermés. C'est un rituel, une communion. Elle ne voit pas de la boue, elle lit une histoire. Elle n'est pas abattue, elle n'est pas amère. Elle est dans son élément le plus pur, au service de la terre et de ceux que le monde a oubliés. Un homme plus âgé lui montre un plant de tomates dont les feuilles jaunissent. Il lui explique son désarroi dans un français hésitant. Amara s'agenouille, son regard balayant la plante avec une intensité de médecin. Elle touche une feuille, la retourne, observe la tige. Pas un mot n'est superflu. Son diagnostic tombe, simple, lumineux. Ce n'est pas un champignon, c'est un manque de magnésium. Mettez de la cendre de bois dans votre compost et dans 2 semaines, il sera plus fort qu'avant. Un murmure de soulagement et d'admiration parcourt le petit groupe. Pour eux, ce n'est pas de la science, c'est de la magie. Elle est une reine ici. Non pas une reine de nom ou de sang, mais une reine de savoir et de compassion. Son royaume est fait de sueur, de dignité et de la promesse fragile d'une récolte. Sa force ne réside pas dans sa capacité à affronter les puissants, mais dans sa volonté de s'agenouiller pour aider les plus humbles. C'est dans ce sanctuaire de l'essentiel, à des années-lumière de son propre monde, que Dubois devra venir la chercher. Il devra laisser son armure d'arrogance à la porte et entrer non pas en conquérant, mais en suppliant. L'arrivée de la Mercedes noire dans l'allée boueuse fut une intrusion, une déchirure dans le tissu de ce monde simple. Les conversations s'éteignirent. Tous les regards se tournèrent vers la voiture, puis vers l'homme qui en sortit. Dubois, dans son costume sombre, semblait être d'une autre espèce. Il avança sur le chemin de terre, chaque pas semblant lui coûter un effort immense, comme s'il marchait contre un vent invisible. Les agriculteurs, sans un mot, resserrèrent leur cercle autour d'Amara. Ce n'était pas de l'hostilité, c'était un rempart humain. Il s'arrêta à distance respectueuse, incapable de franchir cette dernière frontière.
Le silence était total, seulement troublé par le bourdonnement d'une abeille. Enfin, il parla, et sa voix n'était plus celle d'un maître, mais celle d'un homme qui a perdu sa route. « Mademoiselle Diop !» Il déglutit, la honte lui asséchant la gorge. « Il n'y a pas de mots pour qualifier mon attitude. J'ai été abject. » Un vieil homme plein de certitudes qui se sont effondrées. Il lui tendit le carnet noir, non pas comme un objet rendu, mais comme une offrande. J'ai lu, et j'ai compris. Mon ignorance est un abîme. Amara le fixa, son visage une page blanche. Elle ne lui offrit ni le réconfort du pardon, ni la satisfaction de la colère. Elle le laissa mariner dans sa propre misère. Puis, lentement, elle prit le carnet. « Ce n'est pas votre ignorance qui m'inquiète, monsieur Dubois, c'est votre négligence. » Chaque mot était pesé, précis. La terre que vous prétendez aimer est malade. Et vous ne l'avez même pas vue. Le coup fut brutal, direct. Il l'encaissa sans broncher. « Je sais, » murmura-t-il, « c'est pour ça que je suis là. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je vous supplie d'aider mon vignoble. » Un long silence s'installa. Amara sembla peser non pas l'homme, mais la situation. La loyauté qu'elle ressentait n'était pas envers lui, mais envers ces vignes centenaires qui souffraient en silence. « Je reviendrai, » dit-elle enfin, et une vague de soulagement visible parcourut Dubois. « Mais à mes conditions, accès total, sans restriction, aux vignes, aux caves, aux livres de comptes. Et vous ne serez pas mon patron, vous serez mon assistant. » Plus tard, dans le silence glacial du grand bureau du château, l'atmosphère était électrique. Dubois, assis à côté d'elle, se sentait comme un étranger dans son propre bureau. Amara parcourait les registres sur l'ordinateur avec une vitesse déconcertante. Soudain, elle s'arrêta. Sur l'écran, une ligne de dépenses attira son attention. Une commande massive d'un herbicide surpuissant, un poison pour la vigne. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle, sa voix soudainement tendue. Dubois se pencha. Au bas de la facture numérique, une signature électronique tracée avec une assurance insolente. Antoine Dubois, le nom de son neveu, le début du véritable cauchemar. Le nom sur l'écran était une accusation muette. Dubois le fixait, le souffle coupé, comme s'il venait de découvrir un serpent dans le berceau de son héritage. C'est à cet instant précis que la porte du bureau s'ouvrit sans qu'on ait frappé. Antoine entra, un sourire éclatant aux lèvres, l'incarnation même du succès et de la décontraction. Il tenait 2 tasses de café à la main. « Je vous ai vus enfermés, ici. J'ai pensé que vous auriez besoin d'un remontant. » Sa voix était chaleureuse, son geste prévenant. C'était un prédateur qui apportait à boire à ses proies. Il posa les tasses, son regard balayant la scène. Son oncle, le visage décomposé, Amara, droite comme un i, l'expression indéchiffrable. Il sentit immédiatement la tension. Le sourire ne quitta pas ses lèvres, mais il devint une arme. « Alors, notre charmante experte a-t-elle déjà trouvé le remède miracle pour nos vieilles vignes ?» Demanda-t-il d'un ton léger, mais la question était une pique, une façon de la réduire à un rôle décoratif. Amara ne se laissa pas déstabiliser. Elle ne montra ni les factures, ni la colère. Elle pivota sur sa chaise pour lui faire face, son calme étant une provocation en soi.
Monsieur Antoine, commença-t-elle, sa voix neutre et clinique, je m'interrogeais sur les protocoles de traitement des sols. J'ai noté une utilisation significative d'herbicides à base de glyphosate près des parcelles les plus anciennes. C'est une pratique inhabituelle. Le sourire d'Antoine se figea une milliseconde, un spasme quasi imperceptible à la commissure des lèvres. Un observateur non averti n'aurait rien vu, mais Amara le vit. C'était la réaction d'un joueur de poker qui vient de voir son adversaire abattre une carte inattendue. Mais il se reprit aussitôt, son masque de charmeur se remettant en place. Il éclata d'un petit rire condescendant. « Ah ça, vous avez l'œil, mademoiselle Diop. C'est une initiative de ma part, du risk management comme on dit, une mesure préventive pour créer une barrière chimique contre les pestes venant des terrains voisins. C'est un peu agressif, je vous l'accorde, mais il faut savoir être radical pour protéger un tel capital. Mon oncle est parfois un peu trop sentimental avec la terre. » Il se tourna vers Dubois, lui posant une main sur l'épaule. Le geste se voulait d'affectueux, mais il était lourd de menaces, un rappel de qui tenait désormais les rênes. « Oncle, ne vous laissez pas noyer dans les détails. C'est mon travail d'avoir une vision stratégique. » Il se redressa, boutonnant sa veste, signifiant que la conversation était terminée. En se dirigeant vers la porte, il s'arrêta et se tourna une dernière fois vers Amara. Son sourire était maintenant glacial. « Je suis ravi que le domaine soit entre des mains aussi méticuleuses. Mais faites attention, à trop creuser dans le passé, on risque parfois de déterrer des choses qu'il aurait mieux fallu laisser en paix. » La porte se referma. La menace n'était plus voilée. Elle était posée sur la table, aussi tangible que les tasses de café qui refroidissaient. Dubois semblait avoir vieilli de 10 ans. Amara, elle, sentait une montée d'adrénaline. L'enquête venait de changer de nature. Il ne s'agissait plus de sauver des vignes. Il s'agissait de démasquer un assassin. Le château avait désormais 2 visages. Le jour, c'était le domaine d'Antoine. Il y régnait en maître, organisant des dégustations, charmant les distributeurs, son assurance insolente masquant le vide sous ses pieds. La vie semblait normale, presque festive. Mais la nuit, le château appartenait aux fantômes. Amara et Dubois devenaient des ombres, des conspirateurs dans leur propre maison, unis par un secret trop lourd à porter. Leur véritable travail commençait lorsque le dernier employé était parti et que les lumières du domaine s'éteignaient une à une. Chaque nuit était une expédition en territoire ennemi. Guidés par la seule lueur blafarde de la lune, ils retournaient sur les lieux du crime, la parcelle G. Amara, vêtue de noir, se déplaçait avec la grâce silencieuse d'un félin. Elle ne se contentait plus de prélever des échantillons. Elle cartographiait la contamination, dessinant des cercles concentriques de la mort invisible qui se propageait dans le sol. Elle avait transformé une partie oubliée de la cave en un laboratoire de fortune. Les vieux tonneaux côtoyaient désormais des bêchers et des microscopes. L'odeur du vieux vin se mêlait à celle, plus âcre, des réactifs chimiques. Dubois, lui, était devenu le gardien de leurs secrets. Lui qui avait passé sa vie à arpenter ces terres en plein jour, il en apprenait maintenant les secrets nocturnes. Il était le guetteur, l'historien, la mémoire vivante.
Il montrait à Amara les parcelles qui avaient toujours été plus faibles, les vignes qui, même des années auparavant, semblaient déjà se plaindre. Il exhumait de vieilles archives que tout le monde croyait perdues, des registres de comptes, écrits à la main, où il traquait la signature de son neveu, cherchant la première trace de sa trahison. Sa colère s'était muée en une détermination froide, méthodique. Il ne cherchait plus à sauver son honneur, mais à venger la terre elle-même. Une nuit, alors qu'ils étaient agenouillés au milieu des vignes, le bruit d'un moteur déchira le silence. Les phares d'une voiture balayèrent pour la colline. Antoine, un retour imprévu. D'un même geste, ils s'aplatirent au sol, se cachant entre les rangs, retenant leur souffle. Le faisceau lumineux passa juste au-dessus de leur tête, si près qu'ils auraient pu le toucher. Le cœur de Dubois battait la chamade dans sa poitrine. Il n'avait pas eu peur comme ça depuis des décennies. La voiture continua sa route vers le château. Le danger était passé pour cette fois. Mais la peur, elle, resta. Il travaillait et contre la montre. Et l'étau se resserrait. Ils avaient des preuves de l'empoisonnement et du détournement de fonds, mais il leur manquait le mobile, la raison derrière cette folie destructrice. Pourquoi tuer la poule aux œufs d'or? Il leur manquait la pièce maîtresse, la vérité qui justifierait un tel sacrilège. La première pièce du puzzle arriva par email, une notification discrète sur l'ordinateur portable d'Amara. C'était le rapport du laboratoire. Ses mains étaient parfaitement stables lorsqu'elle ouvrit le fichier PDF. Elle lut les lignes, son visage ne trahissant aucune émotion, mais à l'intérieur, une colère froide et pure se cristallisait. Les mots techniques étaient une litanie funèbre. Contamination avérée par un agent défoliant à libération lente. Concentration la plus élevée détectée dans les racines des vignes de plus de 80 ans. Action systémique conçue pour simuler un dépérissement naturel sur une période de 24 à 36 mois. C'était là, écrit noir sur blanc, le protocole d'un meurtre. Le crime était signé, la méthode exposée. Elle avait maintenant l'arme, la preuve scientifique irréfutable. Mais l'arme ne suffisait pas. Il lui manquait encore le visage de l'assassin et, plus important encore, le mobile. Pourquoi commettre un tel sacrilège? Au même moment, dans le grand bureau silencieux, Dubois était engagé dans une autre sorte d'autopsie. Il disséquait les finances de son neveu, suivant les flux d'argent comme un chasseur suit des traces de sang dans la neige. Il découvrit un serveur distant, un coffre-fort numérique où Antoine cachait son jardin secret. Il était protégé par un mot de passe. Dubois essaya tout, les dates de naissance, les noms de famille, rien. Puis, un souvenir amer lui revint. Un cheval de course, un pur-sang sur lequel Antoine avait misé et perdu une petite fortune des années auparavant, provoquant une terrible dispute familiale. Le nom du cheval, Icare. Il tapa le mot, accès autorisé. Ce qu'il découvrit lui glaça le sang. Ce n'était pas un simple dossier de comptabilité parallèle. C'était la vision d'un autre monde, un futur cauchemardesque construit sur les ruines du sien. Il y avait des plans d'architectes en 3D montrant un complexe hôtelier de luxe, avec spa et terrain de golf, s'étendant exactement à l'emplacement du vignoble. Les vignes centenaires étaient remplacées par des rangées de bungalows aseptisés. Il y avait des ébauches de contrats avec un promoteur immobilier à la réputation de vautour, des clauses
stipulant la vente suite à la dépréciation inévitable et la déclaration de non-rentabilité du domaine. Et puis, il y eut les emails. Il se mit à lire, et chaque ligne était un coup de poignard. Des échanges entre Antoine et les promoteurs, où il se moquait de la gestion sentimentale et archaïque de son oncle. Des phrases comme « Le vieil homme s'accroche, mais la nature fera bientôt son œuvre » ou « Une fois qu'il sera parti, nous aurons le champ libre ». Il voyait son nom, son héritage, sa vie entière, décrit comme un obstacle à éliminer. La trahison était absolue, totale. Ce n'était pas une question d'argent, c'était une négation de tout ce qu'il était. Ses mains se mirent à trembler si fort qu'il n'arrivait plus à contrôler la souris. L'écran devint flou, brouillé par les larmes qu'il refusait de laisser couler. Le bureau, autrefois son sanctuaire, semblait rétrécir, les murs se refermant sur lui. C'est à cet instant qu'Amara entra, tenant l'impression du rapport du laboratoire. Elle venait lui apporter la preuve du comment. Elle le trouva immobile, le visage d'une pâleur de cire, fixant l'écran où s'étalait la vision monstrueuse du pourquoi. Leurs regards se croisèrent, plus besoin de parler. Dans le silence de la pièce, les deux moitiés de la vérité venaient de se rejoindre, formant l'image complète d'un crime parfait. L'heure n'était plus à l'analyse, mais à l'action. Attendre, c'était laisser à Antoine le temps d'effacer ses traces. Amara savait qu'elle devait le confronter, le pousser à la faute, obtenir l'aveu qui lierait toutes les preuves entre elles. Le lieu de la confrontation fut son choix. La cave la plus profonde du château, le sanctuaire, là où reposaient les millésimes les plus anciens. Un lieu chargé d'histoire, le cœur même de ce qu'Antoine cherchait à détruire. Sous le prétexte d'une discussion urgente sur une contamination fongique près des fondations, elle lui donna rendez-vous. Dubois, le visage ravagé par le chagrin, mais les yeux brûlants d'une nouvelle lueur, refusa de la laisser y aller seule. Il promit de se cacher dans l'ombre, d'intervenir si les choses tournaient mal. Antoine arriva, toujours impeccablement vêtu, mais son sourire habituel était absent. Il était sur ses gardes. L'odeur de terre humide et de chêne ancien flottait dans l'air froid. « Alors, quelle est cette nouvelle catastrophe que vous avez découverte, mademoiselle Diop ?» demanda-t-il, sa voix pleine d'un sarcasme à peine contenu. Amara ne répondit pas à sa provocation. Elle se tenait près d'un vieux tonneau, les bras croisés. Elle était d'un calme olympien. « Il n'y a pas de champignons, Antoine, » dit-elle simplement. « Juste un poison et un projet immobilier. J'ai vu les plans de votre hôtel. » Le silence qui suivit fut absolu. Antoine ne sia même pas. Il la fixa. Et pour la première fois, elle vit l'homme derrière le masque. Il n'y avait plus de charme, seulement un vide glacial. « Vous êtes plus intelligente que je ne le pensais, » dit-il, sa voix basse et dénuée de toute inflexion, « et bien plus curieuse qu'il n'est bon pour votre santé. » Ce n'était pas suffisant de le ruiner, continua Amara, chaque mot choisi pour frapper juste. Il fallait l'humilier, détruire son œuvre. Pourquoi une telle haine? C'est cette question qui le fit basculer. Une fureur longtemps contenue déforma ses traits. « Cet endroit, » cracha-t-il, « cet héritage, c'est une prison. Il m'a toujours considéré comme un bon à rien,
juste bon à marcher dans ses pas. J'allais lui montrer qui avait une vraie vision. Il fit un pas vers elle. Dubois, depuis sa cachette, sentit le danger et commença à bouger. Mais Antoine fut plus rapide. Dans un mouvement d'une violence inouïe, il se jeta sur Amara. Elle n'eut pas le temps fade de réagir. Il la projeta dans le petit chai attenant, une sorte de réduit où l'on stockait de vieux outils. Elle heurta durement le mur du fond. Avant qu'elle ne puisse se relever, il claqua la lourde porte en chêne et tourna l'énorme verrou de fer. Elle entendit ses pas précipités, puis le bruit d'un liquide qu'on déverse. Une odeur âcre et familière envahit l'espace confiné. De l'alcool à brûler, utilisé pour désinfecter les tonneaux. Elle se jeta contre la porte, frappant de toutes ses forces. « Antoine !» Elle entendit le grattement d'une allumette, puis un whoosh terrifiant. Une lueur orange et sinistre apparut sous la porte. La chaleur fut instantanée. Il ne l'avait pas seulement enfermée, il l'avait condamnée à être effacée par le feu, transformant le cœur historique du domaine en son tombeau. La fumée commença à lui piquer la gorge. La panique, froide et mortelle, la saisit. Elle était prise au piège. Le cri d'Amara, étouffé par le bois et le feu, fut un poignard dans le cœur de Dubois. La torpeur glaciale qui l'avait paralysé depuis la découverte de la trahison de son neveu vola en éclats, remplacée par une montée d'adrénaline pure et sauvage. Il ne réfléchit pas, il agit. Il se rua vers la porte du chai, mais la chaleur qui en émanait était déjà celle d'un four. La fumée noire s'échappait des jointures, emportant avec elle une odeur de bois brûlé et d'alcool enflammé. Il hurla son nom, sa voix se brisant de panique. Il empoigna la lourde barre de fer servant à caler les tonneaux, un outil qu'il n'avait plus soulevé depuis 30 ans. Le poids était immense, mais la peur lui donna la force d'un titan. Il frappa la serrure, encore et encore. Le bruit du métal contre le bois se mêlait au rugissement du feu. Chaque coup était une prière, une pénitence. À l'intérieur, Amara était recroquevillée au sol, se protégeant le visage avec sa veste. L'air était devenu irrespirable, une fournaise toxique. Elle sentait ses forces l'abandonner. La porte semblait aussi infranchissable que le mur d'une tombe. Enfin, après un effort surhumain, le bois autour du verrou céda dans un craquement sinistre. Dubois défonça la porte d'un dernier coup d'épaule et se jeta à l'intérieur de la fournaise. Il la trouva, à moitié consciente, et la tira par les bras, la traînant hors du brasier. Ils roulèrent en tas sur le sol en terre battue de la cave principale, toussant, crachant la fumée qui leur brûlait les poumons. Ils étaient vivants. C'est alors que l'alarme incendie, assourdissante, se déclencha, sa plainte stridente résonnant dans tout le domaine. Le chaos était total, mais au milieu de ce chaos, l'esprit d'Amara, affûté par la science et le danger, restait d'une lucidité glaciale. Alors que Dubois, encore sous le choc, la pressait de fuir, ses yeux scannèrent la scène. Et elle le vit. Sur un tonneau, à quelques mètres seulement des premières flammes qui commençaient à lécher l'entrée du chai, se trouvait l'ordinateur portable qu'Antoine avait abandonné dans sa précipitation criminelle. Une force nouvelle la traversa. Ce n'était plus l'instinct de survie, c'était l'instinct de justice. Elle se dégagea de l'étreinte de Dubois. « Attendez !»
cria-t-elle. Avant qu'il ne puisse protester, elle courut. Elle plongea dans la fumée qui s'épaississait, ses poumons hurlant de douleur. Elle attrapa l'ordinateur, le plastique déjà chaud sous ses doigts. C'était plus qu'un objet. C'était sa confession. C'était la preuve ultime, la voix des vignes assassinées, la clé de la chute d'Antoine. Elle rejoignit Dubois et ils titubèrent ensemble vers la sortie, émergeant à l'air libre au moment où les premiers employés, affolés, arrivaient en courant. Couverts de suie, le visage noirci, ils se tenaient à distance, regardant la fumée s'échapper de la cave. Amara serrait l'ordinateur contre sa poitrine, comme une mère protège son enfant. Ils avaient survécu. Et ils tenaient enfin l'arme qui allait rendre son verdict. Le lendemain, Antoine joua sa dernière carte. Pensant Amara et le carnet noir réduit en cendres, il convoqua une réunion d'urgence du syndicat des grands crus. Le prétexte, le terrible accident qui avait endommagé une partie des caves, rendant la situation financière du domaine intenable. C'était une performance magistrale. Il se tenait à la tribune, dans le grand salon boisé du syndicat, le visage empreint d'une tristesse étudiée. Il parlait de tradition, de cœur brisé, de la douloureuse responsabilité de devoir vendre pour sauver ce qui pouvait encore l'être. L'assemblée, composée des patriarches les plus puissants de Bordeaux, l'écoutait avec une sympathie grave. Il était à quelques minutes de sceller son triomphe sur les cendres de son crime. C'est alors que les hautes portes à double battant du salon s'ouvrirent. Un silence se fit. Tous les visages se tournèrent. Sur le seuil se tenait Dubois, droit comme un chêne. À ses côtés, Amara. Elle n'avait pas l'air d'une victime. Son visage était calme. Ses yeux portaient la dureté du diamant. Elle tenait un ordinateur portable à la main. Antoine la vit et son sang se glaça. L'espace d'une seconde, il crut voir un fantôme. La panique, pure et glaciale, submergea son esprit. Il tenta de garder le contrôle. « Mon oncle, mademoiselle Diop, quel soulagement de vous voir, sains et saufs. Nous étions si inquiets. » Sa voix était à peine un murmure. « Assez de comédie, Antoine, » dit Dubois, sa voix de basse résonnant dans la pièce. Amara s'avança, ignorant les regards stupéfaits de l'assemblée. Elle se dirigea d'un pas assuré vers la table où se trouvait le projecteur. Sans un mot, elle débrancha le câble de l'ordinateur du syndicat et le brancha sur celui d'Antoine. L'action était si simple, si technique, mais elle avait la solennité d'une exécution. Antoine voulut crier, appeler la sécurité, mais il était paralysé. Tous les regards étaient fixés sur le grand écran blanc derrière lui. La première image apparut. Ce n'était pas un document, c'était une vision de l'enfer. Les plans en 3D du complexe hôtelier, superposés à la carte du domaine. Un murmure d'horreur parcourut la salle. Puis, une autre diapositive, des extraits des contrats, avec la clause sur la dépréciation inévitable, surlignée en rouge sang. Et enfin, le coup de grâce. Des captures d'écran de ses emails. Ses propres mots projetés en lettres géantes pour que tous les voient. Le vieil homme est fini. Sa gestion sentimentale nous mène à la ruine. Une fois le domaine vendu, ma commission me mettra à l'abri pour le reste de mes jours. La trahison, la cupidité, le mépris. Tout était cela cru, indéniable.
Antoine se tenait à la tribune, piégé dans le faisceau du projecteur, son visage blême éclairé par la lueur de sa propre infamie. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il n'était plus un héritier ambitieux. Il était un paria, un criminel exposé, jugé et condamné par le silence glacial de ses pairs. Au premier rang, le président du syndicat, un homme au visage de marbre, sortit lentement son téléphone et composa un numéro. Le verdict était tombé. La chute d'Antoine ne fut pas un cri, mais un long silence. Personne dans le grand salon ne bougea. Personne n'osa parler. Ils restèrent tous figés, témoins d'une exécution sociale aussi brutale que silencieuse. Antoine, lui, était comme une statue de cire, le visage vide, les yeux fixés sur l'écran qui continuait de diffuser les preuves de sa trahison. Il n'essaya même pas de fuir. Où serait-il allé? Dans ce monde, la réputation est un territoire. Et il venait d'être exilé de la seule terre qu'il ait jamais connue. 10 minutes plus tard, 2 gendarmes entrèrent entre. Le contraste entre leurs uniformes bleus fonctionnels et les costumes, sombres et coûteux de l'Assemblée, était saisissant. Ils traversèrent maintes la pièce d'un pas calme, sans urgence. Ils ne regardèrent personne d'autre qu'Antoine. Le président du syndicat leur fit un discret signe de tête. L'un des gendarmes posa une main sur le bras d'Antoine. « Monsieur Antoine Dubois, veuillez nous suivre, s'il vous plaît. » La voix était polie, presque administrative. Antoine ne résista pas. Il semblait avoir quitté son propre corps. Le bruit sec des menottes qui se refermaient sur ses poignets résonna dans le silence comme un coup de marteau sur un cercueil. Son passage à travers la salle fut un chemin de croix. Il n'osa lever les yeux vers personne, et surtout pas vers son oncle. Il passa devant Dubois, qui se tenait droit, le visage ravagé par une tristesse infinie. Ce n'était pas un regard de haine, mais un regard d'adieu. L'adieu à un fils qu'il n'avait jamais eu et à un neveu qu'il n'avait jamais vraiment connu. Quand la porte se referma sur Antoine, une page de l'histoire du domaine venait d'être tournée de la plus violente des manières. Le silence retomba, encore plus lourd qu'avant. C'est le vieux président du syndicat qui le rompit. Il s'approcha de Dubois, lui posa une main sur l'épaule. « Vous avez fait ce qu'il fallait, Jean-Pierre, » dit-il d'une voix grave. « Il faut un courage immense pour couper une branche pourrie, afin de sauver l'arbre. L'honneur de Bordeaux vous est reconnaissant. » C'était une absolution. Dubois n'était pas un paria, il était un gardien qui avait purgé le mal de sa propre maison. Pendant ce temps, Amara, à l'écart, avait déjà débranché l'ordinateur. Sa mission était terminée. Elle était l'instrument de la vérité, la scientifique qui avait posé le diagnostic et fourni le remède. Elle n'appartenait pas à ce monde de codes et d'honneurs anciens. Dubois la rejoignit. Aucun mot ne fut échangé, mais dans le regard qu'il posa sur elle, il y avait un univers de gratitude, de respect et de regret. Il voyait en elle non seulement la femme qui avait sauvé son domaine, mais celle qui lui avait montré à quel point il avait été aveugle. L'assemblée commença à se disperser, les conversations reprenant à voix basse. La crise était passée, le scandale contenu. Amara et Dubois restèrent seuls au milieu du salon somptueux. La guerre était gagnée. Le champ de bataille était jonché des débris d'une famille et d'une confiance brisée. Le mal avait été arraché, mais la terre, elle,
portait encore les cicatrices. Le temps de la justice était terminé. Le temps de la guérison pouvait commencer. Les jours qui suivirent furent étranges, suspendus dans un silence feutré. Le château avait été purgé de son mal, mais il était comme un corps convalescent, faible et incertain. Dubois arpentait les vignes, non plus comme un propriétaire, mais comme un fantôme. Il dirigeait les travaux courants par automatisme, mais son cœur n'y était plus. Il attendait le verdict, le coup de grâce du véritable propriétaire, cette entité lointaine et anonyme qui, il en était sûr, allait le balayer avec le reste des débris du scandale. Il se préparait à l'exil. L'arrivée du propriétaire ne fut pas celle qu'il avait imaginée. Pas de convoi de voitures noires, pas d'avocats au visage fermé. Un seul homme arriva, conduisant lui-même une voiture discrète. Il se gara et sortit. Il était grand, d'une élégance sobre, et dans ses yeux, Dubois reconnut immédiatement la même intelligence tranquille, la même profondeur insondable que celle d'Amara. C'était son père. Il ne demanda pas de rapport, il ne parla pas d'argent, il demanda simplement à marcher dans les vignes. Pendant des heures, le trio improbable sillonna le domaine. Le père d'Amara écoutait plus qu'il ne parlait, posant parfois une question technique pointue à sa fille, ou interrogeant Dubois sur l'histoire d'une parcelle. Il touchait la terre, examinait une feuille, comme s'il prenait le pouls du domaine. La conversation eut lieu le soir, sur la terrasse qui dominait la mer de vigne baignée par la lumière dorée du couchant. Ce fut Dubois qui brisa le silence. D'une voix lasse mais digne, il présenta sa démission. « Monsieur, ce domaine a été souillé par ma famille. Mon aveuglement a permis à cette tragédie de se produire. Je ne peux plus, en mon âme et conscience, rester le gardien de cet endroit. » Le père d'Amara le regarda longuement. « Je ne l'accepte pas, » dit-il simplement. Dubois le fixa, incrédule. « Je n'ai pas acheté ce château pour ses murs ou pour son nom, monsieur Dubois, » continua le père. « J'ai acheté ce qu'il y a de plus précieux ici, son potentiel, le potentiel de créer non seulement le meilleur vin du monde, mais aussi un meilleur modèle pour le monde. La crise que vous avez traversée n'est pas le symptôme d'un homme mauvais, mais d'un système ancien, basé sur le sang et non sur le talent. Nous n'allons pas le perpétuer, nous allons le briser. » Il se tourna vers sa fille, puis vers Dubois. « Nous allons créer la fondation Terra Viva. Chaque année, les bénéfices du domaine financeront une promotion des jeunes talents les plus prometteurs en agronomie et en œnologie, venus du monde entier. Ils apprendront ici, sur ce terroir d'exception. Nous ne formerons pas seulement des vignerons, nous formerons les futurs gardiens de la terre. » Dubois était sans voix. C'était une vision audacieuse, révolutionnaire. « Et j'aurai besoin de 2 personnes pour diriger cette fondation, » conclut le père. « J'aurai besoin de la vision et de la science d'Amara. Et j'aurai besoin de votre expérience, de votre mémoire et de votre amour pour cette terre, monsieur Dubois. Votre travail ne fait que commencer. » Pour la première fois depuis des jours, des larmes montèrent aux yeux du vieil homme. Ce n'étaient pas des larmes de chagrin, mais des larmes de gratitude. On ne lui offrait pas le pardon, on lui offrait une nouvelle raison de vivre, une rédemption non par l'oubli, mais par la transmission.
il regarda le vignoble, et pour la première fois, il n'y vit plus un passé à défendre, mais un avenir à construire. 1 an plus tard, le soleil d'automne inondait le domaine d'une lumière douce, presque sacrée. Une transformation avait eu lieu, visible à l'œil nu. Les vignes de la parcelle G, autrefois malades et condamnées, resplendissaient d'une santé insolente, leurs feuilles d'un vert profond vibrant de vie. Mais le changement le plus spectaculaire n'était pas dans la terre. Il était dans les visages. Au milieu des rangs, une nouvelle génération de vignerons était au travail. C'était la première promotion de la fondation Terra Viva. Un jeune homme de Hanoï discutait avec une jeune femme de São Paulo, pendant qu'un Kényan, au rire éclatant, partageait une blague avec une étudiante de la région. Ils n'étaient pas des employés, ils étaient l'avenir. Amara se déplaçait au milieu d'eux, non pas comme une directrice, mais comme un chef d'orchestre. Elle expliquait, guidait, inspirée. Sa science n'était plus une arme secrète, mais un cadeau qu'elle partageait généreusement. Elle était devenue ce qu'elle avait toujours été, un pont entre la tradition et l'innovation, entre la terre et les gens. Un peu plus loin, appuyé contre un vieux muret de pierre, se tenait Dubois. Il était méconnaissable. La dureté de son visage avait fondu, remplacée par une sérénité profonde. Il montrait à une jeune étudiante comment tailler une vigne avec le sécateur de son grand-père. Il ne donnait pas un ordre, il transmettait un secret. Ses mains, autrefois crispées par l'arrogance, étaient maintenant des mains qui guidaient, qui enseignaient. Il avait cessé d'être le gardien d'un passé figé pour devenir le passeur d'un avenir vivant. Leurs regards, à Amara et lui, se croisèrent par-dessus les têtes des étudiants. Un sourire fut échangé, un sourire de paix, de respect mutuel. Le soir, sur la terrasse, la cérémonie fut simple. Le père d'Amara était là. Sur la table, une bouteille sans étiquette. C'était le premier vin issu des vignes ressuscitées. Amara le servit dans 3 verres. Un silence respectueux s'installa. Dubois prit son verre, le fit tourner, huma longuement le parfum qui s'en dégageait. C'était un arôme de fruits noirs, de terre humide, mais aussi quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Il porta le verre à ses lèvres et goûta. Il ferma les yeux un long moment. Quand il les rouvrit, il brillait d'une humidité qu'il ne cherchait plus à cacher. Il regarda Amara, puis son père. « Il n'a pas le goût du passé, » dit-il d'une voix douce. « Il a le goût de la promesse. » Tous les 3 levèrent leurs verres, non pas au domaine, non pas à la famille, mais à l'avenir. Au loin, les rires d'espiègles des étudiants montaient dans l'air du soir. Le véritable héritage n'était plus une question de sang ou de nom. C'était devenu une mosaïque de visages venus du monde entier, unis par un même amour pour une terre qui, elle, ne juge jamais, mais qui donne sa confiance et ses plus beaux fruits à ceux qui la soignent avec un cœur pur.